Il est 1 h du matin. Jesse suit Jutting dans son appartement. A-t-il l'intention de la tuer? Qu'il commence à se comporter bizarrement. Jesse a le temps d'envoyer un texto à un ami proche. Ça sent très très mauvais ici. Je veux m'en aller. Mais elle n'en aura pas le temps. Hong Kong, le quartier de Wan Chai, où se côtoient la faune de la nuit et les riches expatriés de la ville. Nous sommes avec Léo, le correspondant du journal britannique The Times. Ici, on est dans l'un des quartiers chauds de Hong Kong. Il y a toutes sortes de distractions. Et les prostituées y ont un rôle important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés et que Rurik Jutting venait ici. Rurik Jutting, un trader britannique qui a troqué les salles de marché pour la rubrique sanglante des faits divers. C'était le 1er novembre dernier, en pleine fête d'Halloween. Vers 1 h du matin, Jutting ramène chez lui Jessie, une jeune femme de 29 ans. Pour être honnête, à cette heure-là, marcher dans la rue avec une jolie asiatique, c'est très commun. Personne ne les a remarqués. Il habitait ici, au 31e étage. C'est là, au 31e étage, que le trader aurait égorgé la jeune femme qu'il venait de faire monter dans son appartement. Dans le quartier, les gens faisaient encore la fête. Et pendant ce temps-là, dans l'appartement de Jutting, le meurtre avait lieu. C'était horrible, une vraie boucherie. Quand la police arrive sur place, elle va faire une autre découverte tout aussi terrifiante. Un deuxième cadavre, celui de Liz, 23 ans. Ils ont retrouvé ce corps dans une valise sur le balcon. C'était apparemment une fille qu'il connaissait bien. C'est Jutting lui-même qui a appelé la police. Il a immédiatement été placé en détention. Hong Kong est sous le choc. La ville a l'un des taux de criminalité les plus bas du monde. Ici, on n'est pas habitué aux faits divers. Qui est Rurik Jutting? Comment ce trader richissime en est-il arrivé là? Son histoire commence à Chertsey, en Angleterre, une petite ville de 15 000 habitants dans la banlieue chic de Londres. C'est ici que Rurik a passé une enfance choyée. Il vivait avec ses parents et son frère dans cette grande maison de 2 étages. Le week-end, la famille Jutting avait pour habitude d'aller fouiner dans ce magasin d'antiquités. Maureen, la propriétaire, les a très bien connus. Bien sûr, je me souviens très bien d'eux. C'était une famille adorable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'était juste des gens gentils. Rurik, je le voyais seulement de temps en temps, car il vivait en pensionnat. Mais c'était un garçon gentil, mignon, sincère et bien éduqué. Un gamin bien sous tout rapport et brillant élève en plus. Il obtient une bourse de 40 000 € pour aller étudier au très chic collège de Winchester. Veste et cravate obligatoire, une tenue qu'il portera toute sa vie. Plus tard, il intègre la prestigieuse université de Cambridge. Il pratique même l'aviron et devient l'un des meilleurs membres du club de son école. Doué pour les études, sportif, le voilà promis au plus bel avenir. Mais devenu adulte, Rurik change, comme l'explique Ben Rossington, un journaliste du Daily Mirror qui a enquêté sur son passé. Quand vous sortez avec un diplôme de Cambridge, vous appartenez à l'élite. Et il ressentait le pouvoir que cela lui donnait, et logiquement, il s'est dirigé vers la banque, qui est le symbole de la puissance, où le seul but est de faire de l'argent. Il décroche un premier poste de trader à Londres, dans une banque de la City. À cette époque, il a déjà tous les atouts de la réussite. Il a déjà eu plusieurs petites amies, dont Sonia, une jeune mannequin. Aucune ne s'est plainte de comportements déviants de sa part. En juillet 2013,
Rurik Jutting s'installe à Hong Kong. Il est recruté par Merrill Lynch, l'une des plus importantes banques d'investissement au monde. Il travaille au 42e étage de cette tour, dans le quartier des affaires. Il gagne beaucoup d'argent, environ 50 000 € par mois. Le banquier loue un appartement dans 7 immeubles de standing, avec piscine, solarium et salle de sport privée au dernier étage. Jutting n'a pas beaucoup d'amis, c'est un solitaire. Dans la vie, il n'a qu'une obsession, l'argent. S'il n'arrivait pas à faire assez d'argent, ça le rendait dingue. Et forcément, cela influençait sa vie. Il prenait les gens de haut, il se sentait plus important qu'eux. Ce qui peut expliquer son attirance pour les prostituées. Le soir, il se met à fréquenter les bars et les filles du quartier chaud de Wan Chai, à 5 minutes à pied de chez lui. Il traîne notamment dans le bar de Robert Vandenbosch, qui se souvient très bien de lui. On l'appelait Ricky, c'était son surnom ici. Il était un peu grossier, un peu arrogant. Il se voyait lui-même comme une personne très importante car il gagnait beaucoup d'argent. C'était un bon banquier, il avait une très haute opinion de lui-même. Mais Ricky était respectueux, c'était un bon client. Il était toujours gentil avec les filles. De toute façon, s'il ne l'était pas, aucune fille ne l'aurait suivi. Il les traitait bien, il leur payait des verres et leur donnait de l'argent quand elles étaient avec lui. Ce qui s'est passé a été un vrai choc. Personne ne pensait qu'une telle chose pouvait arriver. Ces week-ends, Ricky les passe avec des prostituées. Elles ont toutes le même profil, de jeunes asiatiques, jolies, sexy, comme l'étaient ces deux victimes. Pendant un an, Rurik dépense sans compter, il boit beaucoup, d'ailleurs il a pris du poids, jusqu'au jour où il semble perdre la tête. Est-il animé de pulsions morbides quand il rencontre Jessie, cette fameuse nuit d'Halloween, à 2 pas du bar de Robert? Vers 8-9 heures du soir, j'ai vu Jessie devant notre bar. Elle m'a dit bonjour avec son éternelle bonne humeur. Elle m'a donné 2 bises et ensuite elle m'a dit « Daddy, je vais bien m'amuser cette nuit. Je vais au New Makati pour la fête d'Halloween. » C'était ses derniers mots. Je les entends encore. Le New Makati, c'est dans cette discothèque qu'elle va rencontrer la mort. Que s'est-il passé ensuite? Il est 1 h du matin. Jessie suit Jutting dans son appartement. A-t-il l'intention de la tuer? Ce qui est sûr, c'est qu'il commence à se comporter bizarrement. Peut-être devient-il violent. Jessie a le temps d'envoyer un texto à un ami proche. Ça sent très très mauvais ici, je veux m'en aller. Mais elle n'en aura pas le temps. Jutting aurait alors saisi un couteau de cuisine et égorgé la jeune femme. Le trader aurait ensuite pris des photos du cadavre avant d'appeler la police. Vers 3 h 30 du matin, c'est lui qui leur ouvre la porte. Il est dans un état second. Dans le salon, les policiers découvrent Jessie gisant par terre, agonisante. Elle mourra quelques instants plus tard. Les enquêteurs sont intrigués par une odeur pestilentielle, la même qui avait incommodé Jessie. Sur le balcon, ils trouvent une valise. À l'intérieur, le corps en décomposition d'une jeune Indonésienne de 23 ans, Lise, massacrée 5 jours plus tôt. Dans le village où elle est née, en Indonésie, sa famille est sous le choc. Son père réclame la tête du meurtrier. Il a tué ma fille. Je veux qu'il soit condamné à mort. C'est tout ce qu'il mérite. Lise et Jessie postaient beaucoup de photos d'elle sur leur compte Facebook, jeune et pleine de vie. Robert ne se remet toujours pas de la disparition de son amie Jessie. C'était vraiment une personne très bien, qui avait beaucoup de cœur. Elle va beaucoup nous manquer. Elle habitait ici, au 9e étage. Ses filles vivaient jusqu'à 6 dans un seul appartement. Comme ça leur revenait à 100 € par personne.
Comme des milliers de leurs compatriotes, elles étaient venues à Hong Kong travailler comme domestiques. Mais elles ont vite déchanté. Sous-payées, maltraitées, les 2 jeunes filles ont été obligées de trouver de l'argent autrement. Si tu travailles ici comme employé de maison, tu peux te faire entre 4 et 500 euros par mois. Si tu travailles dans le milieu de la nuit, tu peux doubler, voire tripler ton salaire. Robert n'ose pas le dire, mais c'est comme ça que Jesse et Liz sont tombés dans la prostitution et plus tard, dans les griffes du trader. Une vie de misère à des années-lumière de l'opulence dans laquelle vivait Joting. Dans ce foyer, Eni recueille de jeunes Indonésiennes au bord de la rupture, comme Jesse et Liz. C'est elle qui s'est occupée du rapatriement de leur corps. Là, c'est l'arrivée du cercueil de Liz dans sa ville natale. Il y avait beaucoup de monde. Eni se bat maintenant pour que justice soit rendue aux 2 victimes et pour que leurs proches soient indemnisés, car Liz et Jesse faisaient vivre leur famille dans leur pays natal. Quand Jessie a été tuée, par exemple, elle faisait construire une nouvelle maison pour elle et sa famille. Et elle a même dit à sa meilleure amie qu'elle avait l'intention de rentrer très vite chez elle, une fois la maison terminée. Comment Joting en est-il arrivé à de telles extrémités? Les enquêteurs ont découvert qu'il avait posté un message énigmatique sur son compte Facebook le jour même du premier meurtre. Se lancer dans le vide. Plus de fardeau, un nouveau voyage commence. Je suis effrayé, mais excité aussi. Le premier pas est toujours le plus dur. Le premier pas pour une nouvelle vie ou pour le premier meurtre? Il y a un indice cependant. La police se rend compte que sa vie professionnelle bascule à la même période. En fait, sa licence de trader a été révoquée. Pour quelle raison? La banque reste silencieuse. Joting se retrouve sans emploi. Et c'est à ce moment-là que ses collègues de travail reçoivent ce message qui fait froid dans le dos. Je suis parti du bureau, indéfiniment. Pour toute requête urgente, merci de contacter quelqu'un qui n'est pas un psychopathe. Pour aller plus loin, merci de contacter Dieu, même si je soupçonne qu'il faudra plutôt contacter le diable. Il finit avec cette parenthèse. Ce message ne sera valable que si j'ai mené à bien mon projet. Quand on voit les mots qu'il utilise, on se rend compte qu'il n'est pas dans un état normal, qu'il n'est pas bien dans sa tête. C'est comme s'il avait fait un bras d'honneur à la banque en disant « je m'en vais ». On ne peut que supposer qu'il subissait une énorme pression. La justice, elle, se demande si le trader n'est pas devenu fou. Et on peut se poser la question en le voyant arriver dans le fourgon qui le conduit au tribunal. Il ricane. Devant ses juges, il a la même attitude désinvolte. Nous avons réussi à le filmer en caméra discrète. Ce sont les seules images de lui à l'intérieur du tribunal. Il n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Mais après 2 semaines d'expertise psychiatrique, la Cour a déclaré qu'il était responsable de ses actes. Son procès aura lieu l'été prochain. Röhrig Joting risque la prison à vie.